Les gars, la raison pour laquelle vous êtes là, vous la connaissez parfaitement. Vous avez foutu le bordel dans ma zone et ça me plaît pas parce que c'est moi qui commande ici. Mais ça, c'est vous qui le dites? Qu'on a foutu le Qu'est-ce qu'on bordel? a fait? Je sais très bien pourquoi je vous ai fait venir, alors ferme-la quand je parle. Sinon, mais je t'éclate la gueule. Ah, désolé. Est-ce que c'est bien clair? Il s'est passé quoi? Je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Pour le moment, encore rien. Eh ben alors? Est-ce que c'est bien clair? On est venu me raconter des trucs que vous avez faits et j'ai pas l'intention de passer pour un con. Vous avez raison. Alors la prochaine fois que j'entends quoi que ce soit, une connerie que vous avez faite, je vous tranche la gorge. Est-ce que c'est bien clair? Qui vous dit que c'est vrai ce qu'on Ensuite, vous raconte? ferme-la, c'est moi qui parle. Ensuite, si jamais je finis par m'apercevoir que tous les deux vous valez vraiment quelque chose, et ça y a que moi qui peux le dire, je changerai d'avis. Et vous pourrez bosser pour moi. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Vous avez raison. Allez, tirez-vous. Vas-y, raccompagnez. Ciao. Ciao. Bonsoir. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Je sais pas si le bon Dieu te pardonnera, mon petit. Hein? Et pense qu'un jour tu vas devenir papa. Pense à ça. Pense qu'un jour tu vas devenir papa. Différent commercial certainement qui a eu lieu et puis ils sont descendus à 3 et puis ils l'ont écarté du groupe et puis le gars donc a été abattu et bien, je vois que oui, à Marseille donc on entretient encore la mémoire donc de ces gens qui sont tombés mais lui c'est la première victime donc de la guerre des gangs. Je suis reçu une balle de Kalachnikov officielle. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans. Il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août à l'entrée de sa cité. Depuis l'année dernière, il n'y a rien. Ah, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur? On va rien faire, on va rester ici. Regardez, comme l'année dernière, pendant l'été et tout, On n'a rien eu. fait. Rien que le plus, heureusement, il y a le PSA à 6 francs là pour la Corbière. En plus, la Corbière, hein. Pas Malmousse, c'était une méchante plage. Corbière, il n'y a rien. Il n'y a que de On la va range. faire quelque chose, sinon on va tous mourir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué à Marseille, c'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école? L'école? Oui. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Que sa mère, là. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler d'un des clans ayant fait le plus de bruit à Marseille dans les années 2010, un clan de délinquants originaires du quartier de la Caplette, qui a connu une montée extrêmement rapide dans le monde du banditisme marseillais, un clan de jeunes hommes sans foi ni loi, qui n'hésitaient pas à défier les plus hautes sphères criminelles de la cité phocéenne, mais un clan qui a malheureusement connu une triste fin, causée par une trahison impardonnable qui a causé la mort prématurée de ce clan, et brisé la vie de plusieurs protagonistes ainsi que celle de leurs proches, une histoire mettant en scène de nombreux pans de la criminalité marseillaise, la véritable histoire de ce clan que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le clan de la Caplette, l'histoire terrifiante d'une trahison sanguinaire, voici leurs histoires. Notre histoire commence le 23 septembre 2013, à Marseille, au 50 rue Verdillon, dans une petite résidence située dans le quartier de la Caplette dans le 10e arrondissement de Marseille. Ce jour-là, le propriétaire d'un box situé à cette adresse décide de s'y rendre, car les personnes auxquelles il a loué le box ne lui ont plus versé de loyer depuis un certain temps. Le propriétaire décide donc de pénétrer dans le box afin d'y faire une vérification. Dans ce box, l'homme découvre, garé, un véhicule Kangoo et un scooter. À l'intérieur du Kangoo, l'homme fait une découverte stupéfiante. Il va tout simplement découvrir 6 sacs de sport remplis d'armes de guerre, un véritable arsenal paramilitaire.
Dans les sacs, il y avait notamment 17 armes à feu, 8 fusils d'assaut, dont 2 Kalachnikov, 2 pistolets mitrailleurs Uzi, des munitions, des grenades, des explosifs, des gants, des perruques et des gilets pare-balles. La police est aussitôt alertée. Après des analyses, la police découvre que les 2 véhicules ont été volés et que certaines des armes ont servi à commettre un braquage. Des traces ADN sont également découvertes. Ces dernières vont alors révéler la présence de 2 générations de gangsters différentes, celle des célèbres Robert Acariès et Gérald Campanella, et celle de Jean-Louis Grimaudot, le boss d'un tout nouveau clan qui commence à faire beaucoup de bruit dans la ville de Marseille, le clan de la Caplette. La Caplette est un quartier situé dans le 10e arrondissement de Marseille. C'est un quartier plutôt localisé dans les quartiers sud de la ville. Ce n'est ni un quartier riche ni un quartier pauvre. C'est un quartier à tendance résidentielle, coincé entre plusieurs bretelles d'autoroute, et c'est un quartier en général plutôt sale. Au sein de ce quartier se trouve la cité Pierre-Renard. C'est la seule cité présente à la Caplette. C'est donc de là où est originaire Jean-Louis Grimaudot, un gamin issu d'une famille nombreuse d'origine hispano-italienne. Jean-Louis Grimaudot est connu pour être, comme tout Marseillais qui se respecte, un très bon footballeur. En effet, il a intégré, à 15 ans, le centre de formation de Cannes, puis celui d'Auxerre, avant de mettre fin à sa future carrière de footballeur à cause d'une grave blessure. Il est également un bon boxeur. Jean-Louis Grimaudot, également appelé le Gros, ou encore Couleur, est donc originaire de la Caplette. Il est très vite tombé dans la délinquance après sa carrière ratée. En début 2010, avec d'autres jeunes de la Caplette, notamment ceux de la cité Pierre-Renard, le Gros va commencer ses premiers délits. Il va notamment prendre part à une vaste opération de fraude à la fausse carte de crédit, avec un ami à lui, Mahmoud, alias Diego Armando, en référence au footballeur Diego Armando Maradona. Le plan est simple, le Gros et ses associés trafiquent des distributeurs automatiques afin de récupérer les données et les codes personnels des cartes des consommateurs. Ensuite, la bande crée de nouvelles fausses cartes grâce aux données récupérées et allait retirer des sommes astronomiques dans des pays lointains, comme la Thaïlande par exemple. Le Gros et ses associés ont donc, en tout, créé plus de 1700 fausses cartes bancaires et ont réussi à retirer environ 408 000 € dans plusieurs pays. Grâce à cela, le Gros et ses associés ont pu commencer à bien démarrer dans la criminalité, et le clan de la Caplette a commencé à prendre en ampleur à Marseille. Leur quartier général était un terrain de foot en salle prénommé le Planet Foot, situé au 268 avenue de la Caplette. Le Gros, son acolyte Diego Armando, Driss, Johan, Hakim alias Chicho, qui est le beau-frère de Grimaudot, Belkacem, et ses associés de la Caplette, mais également de la cité de la Caillole, ont alors commencé à diversifier leurs activités. Ils se sont lancés dans les braquages, les enlèvements, dans des extorsions de fonds, et pour certains, dans le trafic de drogue. En effet, le clan a réalisé plusieurs braquages en 2012, notamment le braquage d'une bijouterie à Bandol effectué le 20 mars 2012, par Johan et Driss, 2 membres du clan de la Caplette. Ensuite, le clan va également procéder à ce qu'on appelle un saucissonnage, qui veut dire enlèvement et séquestration d'un gérant d'établissement en langage marseillais. Les membres de la bande ont enlevé le patron d'une pizzeria, qui était un proche du milieu traditionnel. Le clan a également pris part à des extorsions de fonds. En effet, le clan de la Caplette a commencé à racketter des établissements dans la ville de Marseille. Ils ont tout d'abord racketté le Red Lion, un bar-restaurant situé dans le quartier de la Pointe-Rouge, à l'extrême sud de la ville. Le Red Lion était tout d'abord sous la coupe d'un autre gangster notoire de Marseille, un certain Jean Marano, un vieux de la vieille, qui avait pour habitude de racketter le Red Lion. Ce dernier ordonnait au gérant du Red Lion de lui verser la somme de 10 000 € tous les mois. Cependant, le 11 octobre 2012, Jean Marano se trouve sur la terrasse d'un bar dans le quartier de 5 Avenue. Il est assis avec un associé à lui, quand 2 tueurs armés de 11,43 et de 357 Magnum ouvrent le feu dans sa direction.
Jean Marano est atteint à 11 reprises par plusieurs balles, il décède sur les lieux, devant une énorme quantité de témoins. Selon les rumeurs, c'est le clan de la Caplette qui aurait commis ce meurtre. Effectivement, peu après la mort de Jean Marano, le clan de la Caplette s'est empressé de reprendre son business de raquettes. Ces derniers vont alors mettre à leur tour la pression sur les gérants du Raid Lyon, qui seront alors obligés de leur verser une somme tous les mois, sinon, les représailles seraient terribles. Les gérants du Raid Lyon remettent alors, chaque mois, une enveloppe de 6 000 € à Diego Armando. Il faut savoir que le Raid Lyon est un établissement qui avait des liens étroits avec les anciens mafieux de la ville. Le gang de la Caplette n'avait pas du tout peur de marcher sur le terrain des anciens. Et enfin, certains membres du clan sont soupçonnés d'avoir pris part à une guerre de la drogue contre des gens de la cité de la Cayolle. En effet, le 12 avril 2012, Karim Anani, un trafiquant originaire de la Cayolle, se fait abattre sur un parking au volant de sa voiture. Karim aurait, selon la police, été piégé par un certain Tintin et un certain Chicho, qui est le beau-frère de Jean-Louis Grimaudot. Chicho et Tintin, qui sont également originaires de la Cayolle, auraient donné le go afin de faire abattre Karim. En fin 2012, début 2013, le clan fait donc énormément parler de lui. Il s'attaque à beaucoup de secteurs différents de la criminalité, ce qui commence à agacer plusieurs personnes, notamment les anciens faisant partie du milieu traditionnel, qui n'aiment pas que les jeunes de la Caplette marchent sur leur plate-bande. En 2013, un événement va alors déclencher un incroyable cycle de violence de plus en plus barbare. C'est l'année où tout va péter. Le premier événement marquant a lieu le 27 avril 2013. Le Gros, le chef de la Caplette, accompagné de Belkacem, se trouve dans une Clio dans le quartier de la Valentine, quand des tueurs armés de Kalachnikov déboulent et arrosent le véhicule. Ces derniers tirent en rafale à 19 reprises sur le Gros et Belkacem. Miraculeusement, le Gros l'a échappé belle, et Belkacem a été blessé au crâne mais a survécu. On ne sait pas qui a tenté de faire tuer Grimaudot, mais ce dernier avait déjà pas mal d'ennemis dans Marseille, et causé un peu trop de problèmes, mais cela va grandement empirer par la suite. Effectivement, quelques mois après cela, tout va basculer quand le Gros va décider de faire assassiner une personne. Il s'agit de Walter Esseric, un gangster notoire d'origine gitane, âgé de 40 ans. Pour ce faire, le Gros va mandater 2 personnes du clan de la Caplette afin d'honorer le contrat d'assassinat. Ces personnes seraient un dénommé Kevin et une autre personne inconnue. Le 22 juillet 2013, Walter roule tranquillement dans le quartier de la Val-Barrel, dans les quartiers sud de Marseille, quand un maxi-scooter, sans plaque, arrive à sa hauteur. À son bord, Kevin et l'autre tueur inconnu de la Caplette. L'un d'entre eux est armé d'une Kalachnikov, tandis que l'autre est armé d'un pistolet 11-43. Les 2 tueurs ouvrent alors le feu. Walter prend immédiatement la fuite avec son véhicule, une Polo volée. Une course-poursuite démarre alors en plein quartier sud. Walter essaye de distancer les assaillants de la Caplette qui ouvrent le feu à plusieurs reprises. La course-poursuite va s'étendre sur plus d'1 kilomètre. Cependant, arrivé aux alentours du boulevard de Saint-Loup, Walter se fait rattraper par le 2 roues et essuie une dernière salve de coups de feu. Walter sera atteint à 5 reprises, dont une dans le thorax. Sa voiture va finalement finir sa course dans un platane. Walter décédera à la suite de ses blessures. Ce règlement de compte digne d'un film d'action était extrêmement impressionnant. Plus de 50 douilles ont été trouvées par la police scientifique. La scène s'est déroulée devant des dizaines de témoins, tous traumatisés. Dans le véhicule de Walter, la police a trouvé un pistolet Glock. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de s'en servir. On ne connaît pas la raison exacte de pourquoi le Gros a voulu faire tuer Walter, mais ce meurtre, spectaculaire, n'est pas passé inaperçu dans le monde du grand banditisme marseillais. En effet, Walter, la victime, était très proche d'un gangster marseillais très réputé, Robert Acariès, qui lui-même était très proche des Campanella, les parrains de Marseille.
Pour le clan des Campanella, ce meurtre ne pouvait rester impuni, il fallait que quelqu'un paye, et c'est à partir de là que le clan de la Caplette va connaître une chute vertigineuse. En effet, les Campanella savaient pertinemment qui étaient les responsables derrière ce meurtre, et notamment le responsable, Jean-Louis Grimaudeau, alias le Gros, le boss de la Caplette. Pourtant, avant ce meurtre, le clan de la Caplette et le clan des Campanella étaient dans une sorte d'alliance, et travaillaient quelquefois ensemble. Disons que les Campanella ont laissé l'opportunité au clan de la Caplette de se développer à Marseille tant qu'il ne dépassait pas les bornes, mais le meurtre de Walter va tout changer. Poussés par Robert Acariès, les Campanella vont alors mettre la pression à Grimaudeau afin de savoir qui étaient les deux tueurs qui avaient commis le meurtre. S'il ne donnait pas les tueurs, c'est lui qui allait payer. Voyant leur détermination, le Gros a cédé, et a décidé de donner le nom d'un des tueurs, Kevin. Cependant il n'a pas donné le nom du deuxième tueur, à la place il va faire quelque chose d'absolument horrible, il va donner le nom d'Adrien Anigo, le fils de José Anigo, comme étant le deuxième tueur, alors qu'il n'avait absolument rien à voir avec cette histoire. Adrien Anigo, le fils de José Anigo, était un ancien braqueur qui avait du mal à se détacher de ses fréquentations dans le milieu, il était proche de plusieurs personnes du clan de la Caplette. La raison pour laquelle le Gros aurait donné le nom de Adrien au Campanella est que, un des meilleurs amis de Adrien, qui faisait partie de la Caplette, avait des vues sur la femme de ce dernier, et il avait peur d'Adrien, bien qu'il soit un très bon ami à lui. Cette personne, qui était également très proche de Grimaudeau, a dit à Grimaudeau de donner Adrien au Campanella, comme ça il serait tranquille, et aurait pu avoir la femme de Adrien pour lui tout seul, une incroyable trahison. Le Gros, acculé, donne alors au Campanella le nom des tueurs supposés de Walter, Kevin et Adrien, sachant qu'Adrien était totalement innocent dans cette histoire. C'est une énorme trahison de la part du boss de la Caplette, qui a trahi Kevin, et a en plus jeté en pâture Adrien, pour sauver sa peau. Les Campanella vont alors pouvoir mettre leur vengeance à exécution, et vont préparer une attaque coordonnée extrêmement machiavélique, du grand banditisme pur et dur. Le 5 septembre 2013, à 5h30, Kevin, 24 ans, qui était éboueur, se rend sur son lieu de travail, dans l'entrepôt Urbaser, à La Ciotat. Kevin était sur le point de prendre son service, il sort de son véhicule, quand il tombe nez à nez avec un commando de 4 individus cagoulés et lourdement armés à bord d'une Mégane blanche. Ces derniers ouvrent le feu immédiatement sur Kevin, qui est atteint une première fois au dos. Le jeune Marseillais tente de fuir en direction de son entreprise, mais le commando le poursuit, et le percute carrément avec leur voiture, puis, il lui tire dessus à plus de 10 reprises pour en finir. Kevin sera atteint par plusieurs balles de 9 mm et de calibre 12. Kevin a été tué devant une vingtaine de collègues de travail, tous choqués par la scène. Le jeune était un père de famille et était en couple, une triste mort. Toujours le 5 septembre 2013, 16h30, Adrien Anigo se trouve dans sa voiture au bout de la voie rapide de Malpassé, à hauteur de la cité de Frévalon. Il doit aller chercher sa fille Messica. Il est alors pris dans les embouteillages, quand une moto surgit de nulle part. À son bord, 2 hommes, dont un est armé d'un pistolet mitrailleur. Le tueur dégaine alors son arme, et ouvre le feu sur Adrien, à bout portant. Adrien est atteint par 17 balles, les tueurs ne lui ont malheureusement laissé aucune chance, il décède sur place. C'est la consternation à Marseille, le fils du directeur sportif de l'OM est assassiné en plein jour devant tout le monde. Pour la police il n'y a aucun doute, les assassinats de Kevin et Adrien sont liés, cela est l'œuvre du grand banditisme.
Moins d'un mois après cela, le 23 septembre 2013, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le propriétaire d'un box situé dans le quartier de la Caplette découvre l'existence de sacs remplis d'armes de guerre. Il prévient alors immédiatement la police. Après enquête, il s'avère que ce box avait été loué à un certain Anthony, alias Santo le Libanais, qui avait oublié de verser le loyer. Sur les armes présentes dans le box, la police retrouve des traces ADN de Belkacem, un proche de Grimaudo, mais aussi de Gérald Campanella, de Robert Acariès, d'un certain Nordine, alias Nono, qui était le président du club de foot de la cité de la Caillole, et également les empreintes d'autres personnes. Pourquoi les traces ADN retrouvées dans le box correspondaient à ceux des membres de la Caplette, ainsi qu'à ceux des Campanella, alors que ces deux clans étaient en guerre? Tout simplement car, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux clans étaient en bonne entente avant le meurtre de Walter et Céric par la Caplette. Ils collaboraient parfois ensemble sur certains coups. À la suite de cette découverte, le gros prend la fuite en Thaïlande sous une fausse identité. Là-bas, il tentera notamment de percer en tant qu'agent de joueur. Il assouvira également sa passion pour la boxe thaï, où il effectuera, selon ses dires, quelques combats. Malgré le risque de mourir ou de se faire arrêter par la police, le boss de la Caplette se sent assez confortable pour rentrer en France, ce qu'il fera en février 2014, où il organisera même l'anniversaire d'un de ses 3 enfants en grande pompe, le 23 février 2014. Pendant cet anniversaire, la police était présente et n'en rate pas une miette. Elle assistera notamment au ballet de plusieurs joueurs de l'OM, dont André-Pierre Gignac, qui est venu montrer son respect au gros en lui claquant la bise. Selon la police, des ennemis du gros étaient également présents, mais ces derniers ont remarqué la présence de la police et ont décidé de ne rien faire. Finalement, la police décide d'intervenir 3 jours après, le 26 février 2014, à Disneyland de Paris, où le gros est appréhendé dans le calme, alors qu'il se trouvait avec sa famille. Le boss de la Caplette se retrouve alors en prison, au Baumette. Après 2 années passées en détention provisoire, il sera condamné à 9 ans de prison en 2016, pour son rôle de leader du clan de la Caplette dans l'histoire du boxe d'armes. Son ami, Diego Armando, sera également condamné à 4 ans de prison en 2016 pour l'histoire du racket du Red Lion. Le gros sera par la suite transféré à la prison du Pontet à Avignon. La majorité du clan de la Caplette se retrouve alors incarcérée et, durant cette période, les membres vont apprendre la terrible trahison qu'a commis le gros, en donnant Kevin et Adrien au Campanella, pour sauver sa peau. Le clan va alors se fracturer en deux, et plusieurs membres de la Caplette vont alors développer une haine contre leur chef, le gros, l'accusant d'une trahison impardonnable. Le gros se retrouve alors avec un paquet d'ennemis derrière son dos, ses anciens soldats de la Caplette qui sont désormais contre lui, mais également un dénommé Anous, un criminel extrêmement craint de Marseille, et aussi un gitan de Marignane. À sa sortie de prison en 2018, Grimaudo, qui avait pour le moment échappé à 4 tentatives d'assassinat dans son existence, vivait alors dans la peur constante. Il circulait pour la plupart du temps en 2 roues et calibré. Quatre mois après sa sortie de prison, le 5 avril 2018, le gros se trouve dans sa cité d'origine, la cité Pierre-Renard. Il est accompagné d'une des rares personnes auxquelles il a encore confiance, son fidèle acolyte, Diego Armando, qui est également sorti de prison. Il est à peu près 10 heures du matin, le gros et Diego Armando sont tranquillement à côté du domicile de l'un d'eux, quand une voiture arrive en toute tranquillité. À son bord, 3 individus en tenue de plombier et cagoulés, armés de 2 kalachnikovs et d'un fusil à pompe. Dès qu'ils les ont vus, le gros et Armando ont compris immédiatement que leur fin était arrivée. Les 2 hommes décident alors de se séparer. Le gros court à toute vitesse vers l'ouest de la cité. Malheureusement, un des tueurs munis de la Kalachnikov tire en rafale dans sa direction. Le gros est fauché par plusieurs balles de Kalachnikov.
Il s'effondre. Dans le même temps, son ami Diego Armando décide de courir vers le côté est de la cité. Il se dirige vers les chemins de fer, mais une rafale de Kalachnikov le rattrape à son tour. Diego Armando s'effondre, son corps sera retrouvé sans vie au pied du bloc 10. Les tueurs prennent ensuite le temps d'incendier leur véhicule avec une jerrycan d'essence en plein milieu de la cité, la voiture explose, et les 3 tueurs prennent la fuite à pied en passant par un tunnel à l'extrémité de la cité, et disparaissant dans la nature, un travail de professionnel. C'est la stupéfaction dans le quartier, la scène s'est déroulée en pleine journée, de nombreux habitants ont assisté à la scène, Jean-Louis Grimaudot, alias Le Gros, 30 ans, et Mahmoud Abdelhamid, alias Diego Armando, 36 ans, sont tous deux décédés. Les faits se sont déroulés vers 10h15. Les premiers témoignages qu'on a pu recueillir décrivent 2 séquences de tirs qui ont conduit à ce que 2 individus soient mortellement touchés. Les premières constatations balistiques mettent en évidence à la fois des étuis correspondant à du 7,62, donc qui correspondent à une arme de type Kalachnikov, et également l'utilisation d'un fusil à pompe. L'une des victimes habitait dans l'un des immeubles près desquels nous sommes. Il est connu de la justice, notamment pour avoir été condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement et être sorti de détention au mois de décembre dernier. Nous sommes en cours de confirmation, bien évidemment, des identités, notamment concernant la deuxième victime, qui est séparée de la première d'environ 100 mètres, ce qui correspond d'ailleurs à la double séquence de tir que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons également la présence d'un véhicule qui est calciné, sur lequel nous portons également des investigations pour établir s'il y a une relation entre ce véhicule calciné et les 2 corps que l'on vient de découvrir. Pour la police, il n'y a aucun doute, ce meurtre est l'œuvre de tueurs professionnels, on n'est pas dans un règlement de compte de cité banale où la personne arrose à la Kalachnikov à un hall d'immeuble. Tout d'abord, les enquêteurs notent plusieurs éléments troublants. Les tueurs sont entrés dans la cité par un portail métallique, qu'il est possible d'ouvrir seulement avec un bip, donc les tueurs ont réussi à se procurer un bip. De plus, les tueurs possédaient des tenues de plombier, ce qui n'est pas habituel dans un meurtre à Marseille. En plus de cela, les tueurs connaissaient l'emplacement exact des victimes, à 10 h du matin, alors que ces dernières avaient pour habitude de prendre de grandes précautions. Et pour finir, la police a noté le calme impressionnant des tueurs, qui ont même pris le temps d'incendier leur véhicule sur les lieux du crime, ce qui est plutôt rare. Tous ces éléments laissent penser que ce double meurtre a été très bien préparé et exécuté à la perfection, mais qui serait capable de faire quelque chose d'aussi précis à cette période? La réponse va arriver quelques mois après. Nous sommes le 24 septembre 2018, un dénommé Christophe, agent de la DGSI d'une quarantaine d'années, est convoqué dans le bureau du commissaire. Alors qu'il se trouve dans la pièce, des agents de l'inspection générale de la sécurité intérieure lui passent les menottes. Christophe est arrêté et écroué pour avoir vendu des informations confidentielles à des criminels sur le Darknet, sous le pseudonyme de Horus. La police soupçonne à Christophe, alias Horus, d'avoir vendu des informations sensibles à des personnes de la criminalité marseillaise, des informations qui auraient mené à des règlements de compte, et donc, à la mort de plusieurs personnes. Parmi ces personnes tuées, on retrouve Jean-Louis Grimaudot, le boss de la Caplette. En effet, Horus aurait vendu les informations confidentielles de Grimaudot à des tueurs, à savoir, sa géolocalisation, son adresse, et son lieu de pointage pour sa liberté conditionnelle. C'est comme cela que les tueurs ont pu retrouver sa trace. Mais à qui ont-elles été vendues ces informations? Après enquête, la police a découvert que ces informations ont été vendues à un repris de justice marseillais, qui s'appelle également Christophe, connu aussi sous les pseudonymes de CVV Gold et Kyubo. Ce criminel marseillais, qui a purgé au total une vingtaine d'années de prison, passait très régulièrement des commandes auprès de Horus, et notamment des commandes de membres connus de clans de narcotrafiquants marseillais.
Cet homme va alors faire plusieurs commandes à Horus concernant Jean-Louis Grimaudot. Donc, de janvier à mars 2018, Horus va honorer plusieurs commandes pour le compte de cet homme. La dernière commande aura lieu 6 jours avant la mort de Grimaudot. La police a saisi des conversations entre Sylvie Vigold et Horus qui disaient, je cite, « Vois l'adresse où il dort, s'il te plaît, par contre. S'il disparaît, ce sera pas nous, car il a plein d'ennemis, le mec. » Horus lui répond ensuite, « Avec un bracelet, ça va être simple. Il doit pas bouger bien loin. Il a bavé ?» Nous savons donc à qui étaient destinées les commandes pour obtenir les informations de Grimaudot, mais cet homme, CV Vigold, n'est pas le tueur, car il était incarcéré à ce moment-là. Donc, qui étaient les vrais destinataires de ces commandes? La police va découvrir que, derrière cet homme, se cachait en réalité une organisation criminelle extrêmement redoutable des Bouches-du-Rhône, le fameux clan de Marignane, les tueurs sanguinaires. Effectivement, en réalité, la personne qui se cachait derrière CV Vigold était Antonio Martinez, l'un des boss du clan de Marignane. Ce dernier faisait passer des commandes à Horus par l'intermédiaire de CV Vigold depuis fin 2017, car ces deux derniers étaient auparavant dans la même cellule de prison à la prison du Pontet, la prison où Grimaudot était également incarcéré, et après la mort de Antonio Martinez en février 2018, c'est son demi-frère, Pascal, le nouveau boss du clan de Marignane, qui va reprendre la filière Horus. Les véritables tueurs du Gros et de Diego Armando seraient alors le clan de Marignane, ce qui explique le professionnalisme des meurtres et la méthode d'exécution quasi militaire, comme ils ont pu le faire lors de très nombreux meurtres comme celui de Nouri et Nasser, ou de Karim Tir, où les tueurs de Marignane ont traqué leurs victimes pendant des mois entiers. De plus, les tueurs de Marignane utilisaient souvent des fusils à pompe combinés à des kalachnikovs, et portaient des déguisements comme des tenues de police ou de travail lors de leur meurtre. Maintenant que nous savons qui sont les tueurs, il nous reste à découvrir qui seraient les réels commanditaires de ce meurtre. Car, le clan de Marignane a peut-être décidé lui-même d'assassiner le boss de la Caplette, mais une autre théorie existe, celle que le clan de Marignane aurait été payé pour faire le sale boulot. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le clan de Marignane est payé pour tuer, ils ont l'habitude d'honorer plusieurs contrats d'assassinat partout dans la région. On sait que Grimaudot avait beaucoup d'ennemis à Marseille, mais les plus susceptibles d'avoir mis fin à ses jours sont ceux à qui il a tout appris, les propres membres de son équipe, le clan de la Caplette. Effectivement, ces derniers n'auraient toujours pas digéré la trahison qu'il a commis, en sacrifiant 2 de ses amis pour sauver sa peau, dont l'un d'eux, Adrien, était même innocent. Cette théorie indique que certains de ses membres auraient alors orchestré le meurtre du Gros, afin de venger Adrien et Kevin. Cette théorie pourrait se confirmer car, plusieurs années après la mort de Grimaudot, en 2020, la police décide de mettre sur écoute l'appartement d'un dénommé Johan, un des membres encore actifs du clan de la Caplette. Grâce au micro installé à son domicile, la police découvre que ce Johan, accompagné de 2 autres membres de la Caplette, serait rentré en contact avec José Anigo, le père d'Adrien Anigo, et ce dernier leur aurait proposé une grosse somme d'argent pour venger la mort de son fils, dont 20 000 € pour la logistique. Le trio de la Caplette aurait alors accepté de venger le véritable responsable de la mort de Adrien, l'ancien membre de la Caplette, l'ami même de Adrien, celui qui aurait suggéré à Grimaudot de donner le nom de Adrien au Campanella, car il était tout simplement jaloux de lui, et voulait sa mort. Finalement, la vengeance finale n'aura pas lieu, José Anigo a nié en bloc le fait d'avoir voulu financer ce meurtre, et les 3 membres de la Caplette ont été arrêtés. Et voilà où se termine cette incroyable histoire du clan de la Caplette, l'histoire terrifiante d'une trahison sanguinaire. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, à trop vouloir monter, on finit par se brûler les ailes. Voilà ce qu'ont malheureusement appris par la plus dure des manières possibles les protagonistes de cette histoire, et notamment Jean-Louis Grimaudot, qui rêvait d'être le parrain de Marseille, mais qui a oublié toutes les personnes qui ont tenté cette ascension avant lui, et qui ont fini 6 pieds sous terre. Jean-Louis, qui,
selon plusieurs personnes, était quand même une bonne personne dans le fond, a été dépassé par les événements, et s'est retrouvé à devoir commettre le pire, trahir ses propres amis pour sauver sa vie, un acte qui, malheureusement pour lui, ne peut pas être pardonné dans le milieu du banditisme, un milieu d'ailleurs où les réelles amitiés ne sont qu'une illusion. Car quand on regarde bien, tout le monde finit par se trahir à un moment ou à un autre, c'est normal, car il n'y a aucune bénédiction dans ce milieu, les acteurs sont condamnés à finir à la morgue ou en prison. Tel est le chemin qu'ils ont décidé de choisir. Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans le monde impitoyable du banditisme marseillais. Je suis cette chrysanthème du bitume, chrysanthème du bitume, chrysanthème du bitume.